Bonjour, je suis contente d'avoir pu prendre le temps de faire cette vidéo où je voudrais vous parler du métier d'assistante maternelle. C'est le métier que j'exerce depuis bientôt 2 ans et je vais vous parler un petit peu du parcours pour arriver à exercer ce métier, quels sont d'après moi les avantages et les inconvénients, voilà un petit peu tout ça. Il y a énormément de choses à dire et si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder la suite de cette vidéo. Alors déjà, pour décrire un petit peu le métier, il faut savoir que c'est pas du gardiennage d'enfants. En tout cas, le métier a évolué et quand on est assistante maternelle, on devient professionnel de la petite enfance. Il a été revalorisé et ça c'est vraiment super parce qu'on est reconnu vraiment comme professionnel. On a une formation à suivre, tout ça je vais vous le raconter dans le parcours pour devenir assistante maternelle. Mais pour vous expliquer un petit peu quelle est notre mission en tant que responsable d'un petit être ou de plusieurs petits êtres. On a un rôle important, c'est celui de prendre soin, déjà premièrement, ça c'est logique. Déjà, avant de commencer les démarches de ce métier, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions sur les motivations qui nous poussent à exercer le métier d'assistante maternelle. Pourquoi j'ai envie de faire ce métier? Est-ce que c'est parce que tout simplement je suis passionnée par le domaine de la petite enfance? Est-ce que c'est parce que j'ai travaillé en collectivité, je voudrais passer à quelque chose d'un peu plus individuel? Est-ce que c'est pour pouvoir m'occuper de mes enfants? Alors c'est vrai qu'on peut s'occuper de ses enfants en travaillant chez soi, en étant assistante maternelle, mais si c'est la seule motivation, il vaut mieux penser à autre chose parce que c'est pas une bonne motivation du tout. Il faut aimer ce métier-là parce que ça demande des sacrifices. Donc il faut savoir que dans ce métier-là, on travaille avec des enfants entre 2 mois généralement et 3 ans. Parfois ça peut être un peu avant et même après puisqu'il y a des enfants qu'on peut accueillir en périscolaire. Mais généralement c'est vraiment la toute petite enfance. Donc ça il faut le savoir depuis le début. Lorsqu'on exerce ce métier-là, on prend en quelque sorte le relais, la journée, en fait, des parents. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte et être prêt à travailler en collaboration aussi avec les parents. C'est vrai qu'on accueille des enfants, mais il faut être prêt aussi à collaborer avec les parents pour qu'on soit un petit peu sur la même lignée, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué, l'enfant ne comprend plus rien. Quels seraient pour moi les avantages et les inconvénients? Je vais commencer par les avantages. Le plus gros point pour moi, que j'ai pu constater et qui m'a plu dans ce métier-là, mis à part le fait d'être en compagnie des tout-petits, parce que j'adore ça, c'est le fait d'être indépendante. On est travailleur indépendant. Donc on n'a pas une directrice ou quelqu'un qui est derrière nous. Alors c'est vrai qu'on est surveillé, mais on est indépendant. C'est nous qui choisissons les activités qu'on va faire chaque jour. Voilà, on se gère, on gère notre temps, on gère tout. Voilà, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais pour moi, je l'ai plutôt pris comme un avantage. Un autre avantage, je dirais, c'est aussi qu'on évite les trajets maison-travail, les bouchons, la circulation, tout ça. Ça, on l'évite, ça c'est vraiment génial. D'autres avantages aussi, c'est que c'est vrai qu'on peut s'occuper de nos enfants quand il y a des grèves à l'école, quand ils sont malades. C'est vrai que ça peut être considéré comme un avantage. On a le choix aussi de refuser ou d'accepter les personnes avec qui on va travailler. Chose que je ne suis pas sûre qu'on puisse faire partout dans les crèches. Donc ça, c'est une liberté aussi qui est un avantage parce que si on voit que le feeling ne passe pas avec les parents ou bien si les horaires ne correspondent pas, parce que ça aussi c'est un avantage, on peut choisir nos horaires dans la limite du possible, hein, parce que si on refuse toutes les horaires, on n'a pas de travail. Mais on peut choisir donc ses horaires, ses vacances quand on a plus d'un employeur. On peut choisir ses vacances. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment un avantage. Un autre point qui pour moi aussi est un avantage,
c'est le fait de pouvoir sortir prendre l'air. Parce que c'est vrai, quand on travaille, par exemple, dans un bureau, ou même dans énormément de métiers, on n'a pas forcément la possibilité de prendre l'air dans la journée. Même si c'est dans un parc ou en bord de mer, parce que nous, on habite dans le Var, on a quand même cette possibilité-là de sortir. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. Voilà. Oh, il y en a plein d'autres. Je vais m'arrêter là, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ça change des autres métiers par rapport à ces avantages-là. Dans les inconvénients, je dirais que le plus gros point pour moi, c'est d'allier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que là, vous voyez derrière moi, par exemple, c'est un petit morceau de la salle de jeu, mais elle est dans mon salon. Donc la famille doit partager le métier de maman ou de papa, parce qu'il y a aussi des hommes qui exercent en tant qu'assistant maternel. Mais on doit partager la maison avec le métier, c'est-à-dire qu'il y a une salle de jeu, il y a des lits à mettre. Nous, on a un lit dans chaque chambre, des lits qui se plient, c'est des lits en bois qui se plient et qui se rangent, mais que je ne fais pas chaque soir parce que c'est quand même du travail. Je le fais à la fin de chaque semaine. Moi, par exemple, je termine la semaine le jeudi et je les range à leur place, donc ça c'est pratique. Mais voilà, le reste de la semaine, les lits sont présents, la salle de jeu est là, bon ça c'est tout le temps de toute façon, parce que on n'a pas un endroit où ranger tous les jeux qui prennent quand même de la place, et les rangements aussi. Donc il y a ça. Il y a aussi que, par exemple, si votre mari il est en congé et que vous ne l'êtes pas, et de supporter les pleurs des bébés, les cris, les jeux qui tombent. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Il faut aussi, dans les inconvénients, je trouve, par rapport à la vie familiale qui est mêlée à la vie professionnelle, c'est qu'on accueille des familles dans la maison. On n'accueille pas juste les enfants, donc il y a aussi les parents qui rentrent dans notre intimité quand ils viennent chercher leurs enfants. Alors, il y a des assistantes maternelles qui refusent ça et qui accueillent au pas de la porte. Moi, je ne le fais pas parce que c'est pas ma façon d'être. Donc, nous, ils rentrent dans la maison, ça nous fait très plaisir, mais il peut y avoir des personnes que ça dérange, le fait comme ça que ce soit intrusif. Quand même, on rentre chez nous. Voilà, donc pour la vie familiale et la vie professionnelle, pour moi, c'est un des plus grands points qui peut être négatif. Un autre point que je considère pas forcément comme un inconvénient, mais qui est bon à savoir, qui est important à savoir, c'est que c'est aussi un investissement financier. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des aides de la CAF, ça vous pouvez vous renseigner, des aides de la CAF et des aides de l'IRSEM pour pouvoir acheter le matériel, puisqu'il y a les chaises hautes, les lits, tous les jeux, les sièges auto si on se déplace en voiture, les poussettes, selon le nombre d'enfants, il faut que ce soit quand même aux normes. Et tout le reste, le matériel en fait de puériculture. Donc tout ça, on doit l'acheter. Donc ça peut être un investissement quand même. Mais il faut se renseigner pour avoir les aides et les faire à temps. Parce que je crois qu'on a un délai pour faire la demande qui nous permette d'acheter tout ce matériel. Je reviens à un avantage, parce que ça en est un pour moi. Je trouve que il y a quand même une grande accessibilité à ce métier. Peu importe d'où on vient, on peut devenir assistante maternelle. Bien sûr, il faut avoir cette passion-là pour le métier, bien entendu. Mais on peut avoir exercé en maison de retraite, on peut avoir exercé dans un hôpital, peu importe. On peut se reconvertir en assistante maternelle. En fait, moi je pense comme ça, il n'y a pas de sous-métier. D'abord, il faut se diriger vers la PMI de secteur. Ensuite, quand vous êtes dirigé vers la PMI de secteur, ils vont vous donner une date pour une réunion d'information par rapport au métier d'assistante maternelle. Donc, vous allez aller à cette réunion, on va vous donner quelques informations, on va un peu vous décourager, parce que c'est ce qui se passe un petit peu. Voilà, nous, par exemple, on nous a dit, mais... et ça peut être un point négatif pour certains, on nous a dit, vous êtes beaucoup de jeunes, pourquoi vous allez vous isoler ? Parce que c'est vrai qu'on travaille seul la plupart du temps.
On peut travailler aussi en MAM, ce sont des maisons d'assistantes maternelles où on est à plusieurs assistantes maternelles dans un local qu'on loue ou qu'on achète. Donc là, on a plusieurs, mais la plupart du temps, on travaille seul. Donc ça aussi, il faut le savoir, on ne travaille pas forcément en équipe, même si on a la possibilité de voir d'autres assistantes maternelles à l'extérieur et qu'il y ait des ateliers et tout ça, on reste quand même seul chez soi, quand on est chez soi. Donc on va vous donner quelques renseignements. À l'issue de cette réunion-là, si vous êtes toujours motivé pour faire les démarches, vous allez avoir un dossier à remplir. Quand vous avez rempli ce dossier-là, il va falloir le retourner et l'envoyer à la PMI qui va donc traiter votre dossier, et une infirmière puéricultrice va s'occuper donc de vous si vous êtes dans son secteur. Et elle va vous appeler pour prendre rendez-vous avec vous. Donc vous allez avoir un rendez-vous où elle va vous poser quelques questions, faire des mises en situation. Si un enfant tombe là, qu'est-ce que vous faites alors que vous en avez deux, par exemple, hein. Des mises en situation, c'est pas des pièges, mais c'est pour un petit peu savoir votre façon de réagir et tout ça. Je dirais qu'il y a un petit test aussi psychologique. Et je trouve ça normal parce que quand même, des personnes vont vous confier leurs enfants. Donc c'est normal qu'avant tout, ils s'assurent que tout aille bien. Voilà, sur vos motivations aussi, ils vont vous demander un petit peu votre parcours. Donc ça dure à peu près, d'après mes souvenirs, 1h30. Pour ma part, ça a duré 2 heures. Voilà, mais de ce que j'ai entendu, ça varie. Voilà, ensuite, une fois que vous avez eu cet entretien-là, la puéricultrice va venir chez vous. Elle va venir... j'allais dire contrôler, mais au départ, c'est pas vraiment un contrôle, c'est pour voir s'il y a des modifications à apporter à votre domicile. Donc, elle va venir voir, vous dire si, par exemple, si vous habitez à l'étage, il faut mettre des sécurités aux fenêtres, des sécurités sur les coins de table, des barrières, si vous avez des escaliers, des choses comme ça. S'il y a des modifications à faire dans votre jardin, si vous en avez un. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, elle va vous poser des questions à nouveau. Mais pas qu'à vous et à votre famille. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Mais il vaut mieux s'y préparer de toute façon. Et ne rien avoir à cacher, bien entendu. Elle pose des questions à vos enfants si vous en avez. Pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé encore une fois. Bien entendu, mes enfants, ce jour-là, ont fait des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant. Grimper tout en haut de l'armoire, bien entendu, ce jour-là. Mais bon, ça s'est très bien passé. Elle a compris que c'était parce qu'ils étaient tout excités d'avoir quelqu'un de nouveau à la maison. Mais voilà, c'est pour contrôler un petit peu et c'est par prévention, en fait. Et cette personne-là, c'est celle qui nous suivra si on reste toujours dans le même quartier, ensuite. Pour venir nous rendre visite à l'improviste. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, une fois que ça c'est fait, si vous avez apporté les modifications qu'elle vous a demandées à votre domicile, si tout va bien, elle envoie le dossier au département et là, il décide ou non de vous donner l'agrément avec un certain nombre d'enfants. Pour moi, ça a été un agrément avec 2 places, de 0 à 18 mois. Au départ, c'était ça. Je pense que ça dépend aussi du logement où on habite, si on a des escaliers, de l'espace qu'on a, du nombre d'enfants qu'on a, parce que c'est 6 mineurs maximum qu'on peut avoir à notre domicile. Donc pour ma part c'était 2. Lorsque vous avez reçu le document officiel qui dit que vous avez bien reçu l'agrément pour un certain nombre d'enfants, vous allez pouvoir vous préparer à faire la première partie de la formation. Il va y avoir une formation à faire en 2 parties. Il y a une première partie qui va durer sur 80 heures et une deuxième partie sur 40 heures. En tout, elle fait 120 heures. Entre la première et la deuxième partie, il peut se passer 3 ans. Parce que pour la première partie, en fait, il faut que ce soit avant d'exercer. Et pour la deuxième partie, il faut avoir exercé, puisqu'on va partager aussi notre expérience et on va apprendre de nouvelles choses en rapport avec ce qu'on a pu vivre pendant ce temps-là où on a exercé.
On va parler des choses très très intéressantes, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui a été revalorisé. Donc on parle des neurosciences, on parle de plusieurs formes de pédagogie, pas que la Montessori d'ailleurs. Voilà, donc à la fin de cette première partie-là de formation, on va avoir un examen qui sera noté et il faut avoir la moyenne pour pouvoir exercer. Quand on va avoir fini cette première partie-là, on va recevoir, si on a la moyenne, l'attestation de formation disant qu'on a bien suivi la première partie et à partir de là, on pourra exercer. Pour ma part, on m'avait déjà inscrite sur le site de la CAF, sur la liste des assistantes maternelles, avant même que je fasse la formation. Donc j'avais déjà une famille qui m'attendait, alors que je n'avais même pas encore fait la formation. Donc ça, c'était vraiment génial. Ça peut vous arriver aussi, parce que c'est un métier où on a du travail de toute façon, selon où on habite, bien entendu. Malheureusement, si on vit dans un village, ça peut être plus compliqué. Et ça, c'est à prendre en compte aussi, si on veut exercer ce métier. Voilà, donc ensuite, dès qu'on a cette attestation disant qu'on a fait la formation, on peut exercer dans la limite des enfants, enfin du nombre d'enfants qu'on peut accueillir. On n'a pas le droit de dépasser, sinon c'est illégal. Voilà, donc on commence à exercer. Bien entendu, entre-temps, on a acheté le matériel pour que les enfants, enfin le minimum en fait, pour que les enfants puissent dormir, être changés. J'ai oublié de préciser aussi qu'on va vous parler d'un projet d'accueil. On va vous demander de faire un projet d'accueil. Et dans ce projet d'accueil-là, il va falloir parler de ce que vous allez proposer pour les enfants, à travers votre façon d'exercer, avec vos valeurs. Par exemple, je vous dis un exemple parce que une journée type, je dirais que c'est pas vraiment faisable en réalité parce que c'est un peu compliqué de vivre réellement une journée type qu'on écrit sur papier. Mais voilà, ça peut faire partie du projet d'accueil, une journée type. Dire généralement, on commencera par une cantine, ensuite on fait une sortie, le repas, qu'est-ce que vous proposez au repas? Est-ce que vous êtes pour la DME? Est-ce que vous laissez l'enfant manger à table tout seul ou bien est-ce qu'il sera dans une chaise haute? Est-ce que vous êtes pour la motricité libre? Est-ce que vous vous déplacez en voiture avec les enfants? Est-ce que vous faites des sorties? Plein de choses comme ça. Enfin, globalement, c'est ce qui vous représente et dans votre façon de travailler. On va vous le demander ça. Et c'est génial en plus à créer. Même si on n'a pas exercé, on peut déjà avoir des idées. Après, on le modifie dans le temps parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables ou on a d'autres idées. Mais en tout cas, ça, c'est une première approche de ce que vous allez proposer. Donc, c'est un petit peu votre carte d'identité pour dire en tant que professionnel. Voilà. Donc, une fois que vous avez exercé, vous avez commencé donc à exercer ou pas, parce qu'il faut savoir que quand vous avez votre agrément, vous êtes agréé pour 5 ans. Mais si vous ne voulez pas exercer pendant ce temps, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est pas obligatoire. À partir du moment où vous avez commencé à exercer, enfin, juste après votre agrément et votre première partie de formation, dans un laps de temps de 3 ans, vous allez recevoir une convocation pour faire la deuxième partie de la formation. Celle-là, elle dure moins longtemps, elle dure 40 heures, à l'issue de laquelle vous allez avoir un examen à passer qui fait partie du CAP accompagnement des jeunes enfants. Donc c'est pas complètement que vous allez avoir à le passer, c'est le P1 et le P3. Par contre, si vous voulez le passer en entier, vous pouvez. C'est le P2. Mais par contre, il faut savoir que vous avez un stage à faire. Le nombre d'heures exactement, je ne sais pas. Vous avez un stage à faire, je crois que c'est dans les crèches, dans les écoles. Mais ça, il faut vraiment se renseigner. Et franchement, si vous voulez vous lancer dans le métier, je vous conseille avant toute chose de vous intéresser de votre côté. Pas seulement d'écouter ce qu'on va vous dire à la réunion d'information.
mais vraiment de vous renseigner de votre côté, c'est vraiment important. Donc vous allez être convoqué, vous allez faire cette formation-là, et au bout de quelques mois, vous allez donc avoir à passer le P1 et le P3. Il y a un examen écrit et un examen oral. Une fois que vous l'avez eu, parce que vous allez l'avoir, vous êtes renouvelé pour 10 ans. En fait, normalement, tous les 5 ans, avec cet agrément-là, on doit reformuler une demande, on doit refaire une demande. On n'a pas d'examen à repasser à chaque fois et tout ça, mais on doit quand même faire l'administratif et refaire la demande. Si on veut arrêter, on ne refait pas la demande. Hein, voilà. Et si on réussit donc ces 2 examens-là, l'agrément est renouvelé pour 10 ans, donc c'est génial. Si on passe tout, c'est le diplôme complet. Voilà, ce qu'il y a de génial aussi, c'est qu'on a la possibilité de se former tout le long de notre parcours. C'est gratuit. Et en plus de ça, on a même une indemnité. C'est-à-dire que si on se forme, par exemple, moi je suis intéressée par une formation sur les neurosciences. Je vais la faire le samedi, jour où je ne travaille pas. Je vais être payée, en plus de mon salaire. Je vais être payée pour cette formation-là que je vais faire. Donc c'est vraiment que bénéfique, hein, vraiment. Hein, donc ça vaut le coup de se former. Et puis ça donne envie d'en apprendre davantage sur le métier. Donc si je devais résumer un petit peu, on est formé avant, on est formé pendant, mais je crois qu'on est surtout formé par les enfants eux-mêmes, parce qu'on apprend énormément. Si on sait être attentif, on apprend beaucoup avec les enfants. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse, et puis j'espère vous partager bientôt un tuto de fabrication pour un parcours sensoriel. Peut-être un parcours de motricité, mais ça, il faut que je motive mon mari pour le faire. Parce que moi, toute seule, je n'y arriverai pas. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.